Bonjour depuis Alep, je voulais juste faire cette petite vidéo, peut-être cette longue vidéo d'ailleurs, pour à la fois vous transmettre ce qui se passe ici depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, et également faire cette vidéo pour lire la lettre que j'avais écrite au président. Certaines personnes m'ont dit que je ferais mieux de me taire parce que c'est dangereux, parce que je parle d'un sujet qui va beaucoup déranger ceux qui aujourd'hui sont candidats à l'élection présidentielle. D'ailleurs, pour ne citer que quelques-uns, M. Macron, M. Hamon, M. Hollande ont eu mon courrier, mais je n'ai jamais eu de réponse. Je sais qu'ils l'ont lu, je sais qu'ils l'ont eu en tout cas, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Si certains veulent me faire taire toujours en disant que bon voilà, c'est une patate chaude et que ce serait mieux que voilà, que je lance ce sujet plus tard ou que je le lance pas du tout. Beaucoup de gens soutiennent et continuent de soutenir le travail que je fais ici et ça, je vous en remercie. C'est modeste, mais c'est une goutte d'eau parmi d'autres gouttes d'eau. Je voulais donc faire cette vidéo pour parler de la lettre, lire la lettre, vous raconter aussi ce qui se passe ici, c'est-à-dire que les combats continuent en périphérie de la ville et tout autour ici. Derrière moi, on avait l'habitude de recevoir beaucoup de roquettes, de mortiers, de bonbonnes de gaz, etc. On n'en a plus reçu depuis la libération, pas ici en tout cas. On a eu des attentats à la bombe, c'est-à-dire que les gens ont posé des bombes sur les voitures. Hier encore, ils ont piégé des poubelles, donc beaucoup de gens sont morts. Et les mines surtout. C'est le plus grand problème, c'est que tout ce qui pouvait être piégé a été piégé. Les machines à laver, les murs, les entrées de portes, les escaliers, jusqu'à piéger des jouets. Bon. Vous me direz c'est la guerre, c'est comme ça, mais on soutient ces groupes. On soutient ces groupes et aujourd'hui j'ai fait cette démarche, je veux dire, de rédiger cette lettre au président de la République parce que les élections présidentielles doivent décider de personnalités politiques qui nous représentent et qui représentent notre politique internationale. Je veux dire que on a participé au meurtre des Syriens et on continue à participer aujourd'hui à l'embargo sur le pays tout entier qui ne condamne pas le gouvernement mais qui condamne les gens qui sont obligés de s'échapper du pays. Et ça me fait rire quand je vois beaucoup de politiques à travers le monde qui disent « bienvenue aux réfugiés » alors que c'est eux qui financent les groupes terroristes qui les font partir. Je veux dire que oui, il y a les bombardements, il y a plein de choses. Mais la réalité, c'est pas les bombardements qu'ils fuient. Les gens, ils ont accepté de mourir ici. Il n'y a pas de problème avec ça. La seule chose qu'ils veulent pas, c'est perdre une jambe ou être défiguré. Mais ce que les gens n'arrivent pas à supporter ici, c'est la crise économique. C'est le fait que la devise syrienne n'ait plus de valeur, le fait que tout repose sur le dollar, le fait que les gens n'aient pas d'emploi, n'aient pas de travail, n'aient pas d'argent, que certaines familles ne puissent pas payer à manger pour leurs enfants. Donc évidemment, ils ont des visas gratuits, etc. Comment refuser un Eldorado? Et puis après, au bout d'un moment, il y a l'effet domino, c'est-à-dire qu'une bonne partie de votre famille, elle est partie. Donc au bout d'un moment, vous voulez partir. Bon. Ce sont simplement des mots pour essayer de transmettre ce que les gens vivent ici. Et voilà, si certaines personnes continuent à vouloir que j'arrête de faire ce que je fais, d'ailleurs, j'avais reçu un courrier du Quai d'Orsay, un courrier la cellule de crise, qui m'avait écrit qu'ils avaient été informés de ma présence à Alep pour le compte de l'association We Are Super Heroes. Et attention à la sémantique, elle est très intéressante, que ma présence ici était, attention, formellement déconseillée. Voilà. Bon, je comprends que mon pays essaie de me protéger, mais bon. Par ailleurs, l'ambassade de France en Syrie est fermée depuis le 6 mars 2012 et il m'informe que nous ne serions pas en mesure de vous venir en aide en cas d'accident. Bon, ça c'est une chose. Par contre, il y a la suite qui dit que, en vertu de la loi Kouchner, si par malheur on devait venir m'aider, eh bien je devrais être redevable de l'État français de tous les frais qui seraient engagés pour venir à mon secours. D'ailleurs, ce que l'on me dit du coup, c'est que à la suite de l'activité que je mène sur le pays ici en Syrie, ce que l'on me conseille, c'est de cesser de m'exposer dans les médias et sur Internet et de quitter immédiatement le pays pour, je cite, ne pas exposer inutilement ma vie et ma liberté. Inutilement. Alors par contre, on soutient des groupes armés ici, on soutient des associations françaises qui soutiennent uniquement des zones terroristes, qui soutiennent des groupes armés. Par contre, moi en tant que Français, eh bien malheureusement on ne pourra pas venir en aide. Si on me vient en aide, je devrais rembourser. Et en plus, ma présence est considérée comme inutile.
D'ailleurs, je suis invité à cesser de m'exposer dans les médias et sur Internet. En gros, à quoi? À me la fermer? Je suis conscient de la situation de mon pays. Je veux dire que je suis pas un activiste idiot qui conteste tout ce que mon gouvernement fait. Je sais que notre pays et nos politiques, notre économie, notre situation actuelle, elle est basée sur le sang, elle a été basée sur la guerre, elle a été basée sur la conquête, sur la construction, sur la destruction. Je sais tout ça. Malheureusement, je vis ici en Syrie. J'aide des Syriens qui vivent cette situation. Donc je me lève contre cette situation parce que cette situation, si aujourd'hui elle est profitable à notre pays, elle n'est pas profitable aux gens que j'essaie d'aider ici et au pays syrien, elle n'est pas profitable à notre propre pays puisqu'on soutient des groupes armés qui tuent déjà les citoyens français. Je voulais donc lire la lettre que j'ai écrite au président. Je suis navré pour cette vidéo qui sera longue, mais je sais que certaines personnes m'ont dit qu'elle était peut-être un petit peu longue d'1 ou 2 pages, mais j'ai souhaité la faire de 4 pages, ce qui n'est pas grand-chose pour raconter un an d'histoire, d'expérience, de témoignages. J'ai souhaité la faire un tout petit peu plus longue pour témoigner de points vraiment essentiels sur la situation ici à Alep. Voilà. Donc qui aura la patience de la lire par lui-même pourra la lire en ligne ou simplement l'écouter telle que je l'ai écrite, modestement. Je veux dire encore une fois que je n'ai pas la prétention de vous dire quoi penser, ni quoi croire, ni... Voilà. Mais c'est mon témoignage, je le fais avec les risques que ça engage. J'ai subi, depuis que je suis ici, des menaces, des attaques. Je me bats tous les jours pour aider les gens comme je peux. Et il est où, mon pays? Il est où l'État français? Il est où l'Europe qui parle d'aider les Syriens, qui parle d'aider les gens? Il n'y a pas... Bref. Depuis Alep, lettre ouverte à François Hollande, président de la République française. Monsieur le Président, je remets en question les valeurs avec lesquelles j'ai grandi, les valeurs d'un pays que j'aime, mon pays, la France. Je m'adresse à vous en tant que citoyen français arrivé sans idée préconçue en territoire syrien, vivant à Alep Ouest, redevenu Alep Est, Alep tout entière, et ce en qualité d'humanitaire politiquement neutre depuis environ 1 an. L'exercice est difficile, non seulement parce que je suis le seul Français à vivre ici à Alep, ce qui me place en ligne de mire avec un témoignage à contre-courant, mais aussi de par la difficulté de témoigner de ce que nous avons vécu ici qui défiait parfois l'horreur. Je suis témoin d'un massacre et d'une situation humanitaire catastrophique dont nous sommes les acteurs et en partie les commanditaires en soutenant le terrorisme. Je vous dédie ce message ainsi qu'à toute personne susceptible de prendre des décisions qui fassent de la paix de la population civile une priorité. Tous les jours, j'ai dû affronter la mort comme tout à chacun dans cette ville. Et la mission que je me suis donnée m'a amené à visiter des familles qui résidaient au plus près de ceux que nous décrivons comme des opposants depuis le début du conflit. Personnellement, je n'ai pu observer que des drapeaux noirs, photos à l'appui, sur toutes les lignes de front, signe de ralliement des groupes que nous combattons depuis de nombreuses années en France. La population est aujourd'hui unie, non pour combattre le gouvernement, mais pour combattre les groupes terroristes, quels que soient les titres que nous pouvons leur donner, pour modérer leurs actions et leurs raisons d'être. Ces groupes armés se font appeler Al-Jaysh al-Khair, donc l'armée syrienne libre, Jabhat al-Nusra, aussi appelé Fatah al-Sham, qui est une des branches majeures d'Al-Qaïda ici, Jaysh al-Islam, Harakat Nour al-Din al-Zinki, Brukat Sultan al-Murad. Certes, il existe une opposition antigouvernementale, comme c'est le cas pour tout gouvernement, une opposition plus ou moins pacifique, mais elle est réellement minoritaire. Depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, la quasi-totalité des forces sur place qui continuent de bombarder Alep sont celles des combattants armés appartenant à des groupes prêts à tout. J'utilise le terme terroriste, car il n'y a pas de rebelles à Alep, tout du moins rien qui permette de les considérer comme tels. Il est irresponsable de continuer à jouer avec les mots en préférant les désigner ainsi en Syrie, alors qu'en France, nous les classons dans la liste des organisations terroristes. Les combattants ont été évacués avec leurs armes individuelles par accord avec le gouvernement et sont tous partis à Idlib, sinon en Turquie, qui est totalement uniquement occupée par divers groupes armés et leurs familles. Malheureusement, nombre d'entre eux sont revenus en bordure d'Alep et ont repris les bombardements sur les civils et les attaques civiles et les attaques suicides, ici comme partout en Syrie. Tout ce que j'avance, je suis à même de le documenter. Je m'y emploie tous les jours depuis des mois, en fonction de ce que la guerre me permet, en recueillant les témoignages de civils par vidéo et par écrit, indépendamment de leur religion,
de leur statut politique, de leur opinion et en l'absence de militaires ou de membres de gouvernement. Des témoignages que je publie et transmets ponctuellement à une commission d'enquête des Nations Unies chargée d'étudier les attaques et crimes de l'opposition, tout en essayant de la mettre en contact avec les témoins. On a focalisé l'attention de l'opinion publique sur les bombardements de zones minoritairement opposantes mais majoritairement djihadistes où mouraient tous les jours des civils, sans jamais préciser que la majorité des civils de l'est d'Alep ne pouvaient s'échapper car retenus par les groupes armés. C'est en empruntant les récents couloirs humanitaires organisés par les Russes et les Syriens, c'était avant la libération, couloirs indiqués 1 à 2 jours plus tôt avec précision des heures d'ouverture par un envoi groupé de messages téléphoniques à tous les propriétaires de mobiles sur les réseaux syriens MTL, Syriatel, dont le mien, que de nombreux civils ont été abattus pour avoir essayé de s'échapper par des groupes armés qui le leur interdisaient. J'ai d'ailleurs récemment publié un certain nombre de témoignages de gens de Alep-Est. Heureusement que plusieurs milliers de civils ont réussi à fuir en dehors de ces couloirs, parfois via des zones minées. Rares sont les médias qui ont précisé que ces civils étaient des boucliers humains, ce que les témoignages confirment. Ils ont souvent préféré les décrire comme pris entre les feux d'un combat opposant des combattants révolutionnaires à leur gouvernement, lequel gouvernement défendait son peuple contre des terroristes dont la majorité sont des mercenaires étrangers entrés en Syrie, puissamment armés, fanatiques pour qui la vie humaine a réellement peu d'importance. Pour ne parler que d'Alep, venu envahir les périphéries et le centre-ville, bombardant au quotidien la population de l'Ouest, s'octroyant le droit d'assassiner les civils à l'Est pour un oui, pour un non. Désolé, j'ai du mal à articuler, il fait froid. Les groupes armés présents sur le terrain n'ont jamais témoigné de leur prétendue modération envers la population. J'ai constaté par moi-même qu'ils déposaient d'armes et de munitions provenant de plusieurs pays, nombre de ces munitions étant de fabrication française, américaine, anglaise, saoudienne, etc. Des armes utilisées quotidiennement contre la population civile de l'Est et de l'Ouest, que ce soit par des groupes reconnus terroristes ou que ce soit par des groupes rangés sous la bannière de la prétendue armée libre, en majorité constituée de djihadistes que nous essayons de faire passer pour des combattants de la liberté. Ils tiraient sur Alep-Ouest, depuis les zones les plus peuplées de Alep-Est, parfois depuis les hôpitaux pour limiter les tirs retour. Il n'empêche que des combats s'enclenchaient entre les djihadistes et l'armée syrienne. Je tiens mes témoignages de civils de l'Est, ayant survécu à ces combats et dont je m'occupe, comme d'autres organisations internationales présentes ici, et dont je publie les témoignages tous les jours. Alep-Est comptait 120 000 personnes prises dans les combats, dont environ 15 à 20 000 combattants, correspondant aussi en grande partie à de nombreuses familles qui ont refusé d'abandonner leurs maisons de peur qu'elles ne soient occupées, détruites ou pillées. Il faut savoir qu'en Syrie, peu d'habitants sont locataires. Les gens louent, ils achètent leur maison. Et quand ils achètent leur maison, c'est quelque chose d'extrêmement important en valeur de patrimoine familial. Le point essentiel, c'est que nous avons occulté une réalité, celle de 1 300 000 Syriens de toutes les confessions vivant à l'ouest et essayant, malgré la mort omniprésente, de maintenir le fonctionnement de leurs institutions et d'envoyer leurs enfants à l'école ou à l'université. Nous les avons effacés dans un objectif politique du fait qu'ils vivaient dans une zone contrôlée par le gouvernement syrien. Ce faisant, nous avons occulté 10 fois la population de l'Est et dans les 2 cas, nous l'avons fait au nom d'une minorité dont la cause n'engage qu'eux. Il n'y a pas un seul jour où nous n'avons pas été victimes des tirs de snipers, des attaques de mortiers, des bonbonnes de gaz, roquettes, des balles explosives, des vraies roquettes. Sur les rues, les habitations, les hôpitaux, les écoles. Il n'y a pas un seul jour où des dizaines de personnes ne sont pas mortes, ne sont pas évacuées dans un état critique vers les hôpitaux surpeuplés par les attaques continuelles, alors qu'il n'y avait pas dans la ville, il n'y avait pas d'armée dans la ville, à part dans les checkpoints. Tous les armées et miliciens protégeant les lignes de front. Tous les jours, des adultes, des enfants, des familles ont été broyés par toutes sortes de projectiles. Et si je m'exprime comme un Syrien, c'est pour avoir été confronté à cette guerre au quotidien. J'ai la chance, aujourd'hui, d'être encore en vie. Étant secouriste, j'ai essayé de sauver des vies. Je n'ai pas toujours pu y arriver. Les gens avaient les jambes, les bras, les morceaux de corps arrachés, fondus, brûlés. Je n'ai pas les mots justes pour décrire ce que la population a vécu ici. C'est très dur à partager et c'est difficile parce que on ne savait pas si on allait rester en vie. J'ai continuellement été à la rencontre de civils déplacés à l'intérieur du pays. Leurs témoignages sont sans appel. À l'est d'Appel, la loi de la charia régnait à travers des tribunaux islamiques sommaires, constitués par des combattants et des cheikhs, s'autorisant en fonction des fatwas, qui sont des décrets religieux, d'emprisonner, de torturer, de marier des enfants et d'exécuter qui bon leur semblait.
Après la libération d'Alep-Est, il s'est avéré que les djihadistes disposaient aussi d'un énorme stock de nourriture. J'ai vu des amoncellements de colis humanitaires pouvant suffire à un an de siège. Les familles témoignent de leur impossibilité d'en profiter et de la famine endurée du fait du siège de l'armée, c'est vrai, mais surtout du monopole des tarifs ou du troc prohibitif pratiqué par les groupes armés, allant jusqu'à 50 fois le prix normal. Ceux qui acceptaient de combattre de leur côté bénéficiaient d'un traitement de faveur. En revanche, comme eux l'ont dit récemment certains de leurs sympathisants restés à l'Est, nous n'aimons pas ce gouvernement, mais si quelqu'un les critique, les combattants de l'armée libre ou d'autres groupes, ils les tuent. Elle est où la liberté ? Infrastructures, hôpitaux, écoles étaient partiellement utilisés par ces groupes comme quartiers généraux qui leur servaient aussi de prison, d'entrepôt pour les armes. Dans une de ces écoles, j'ai pu constater qu'ils fabriquaient des armes chimiques avec des produits importés de différents pays. Et ces derniers mois, suite au pire des combats, j'ai assisté à l'arrivée de blessés à la chlorine dont la peau brûlait littéralement. À l'Est, les hôpitaux soignaient principalement les combattants et leurs familles, ou ceux qui pouvaient payer. Là aussi, après la libération d'Alep, j'ai constaté par moi-même des tonnes de médicaments et des hôpitaux qui restaient encore pourtant fonctionnels pour une zone de guerre, malgré leur façade et certaines zones partiellement atteintes, cela qui avait été annoncé plusieurs fois entièrement détruit. France Inter a encore annoncé hier que le dernier hôpital d'Alep avait été totalement détruit. Les casques blancs, qui ont reçu un Oscar il y a quelques jours, que le gouvernement français a financé entre autres et que nous avons reçu à l'Elysée et dont j'ai découvert un grand nombre de documents ici qui lient des contractants privés avec le gouvernement américain, le gouvernement allemand. Pour un grand nombre d'entre eux, sont secouristes le jour et terroristes la nuit. Et vice-versa, ils ont prêté allégeance à Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda, comme le prouvent les documents retrouvés après leur départ et comme en témoignent les habitants. La majorité de leurs équipes portaient d'abord secours aux combattants, puis éventuellement aux civils. La particularité étant que chaque équipe avait un caméraman et qu'ils aidaient ces derniers tant que la caméra tournait. Je précise quand même entre les lignes que évidemment que dans ces groupes il y a des gens bien, qu'il y a des gens qui étaient de vrais secouristes et qui ont vraiment porté secours. Mais la majorité étaient des terroristes recyclés au quotidien. Beaucoup de civils m'ont dit que de nombreuses personnes sont restées dans les décombres sans aide car ils refusaient de s'y rendre. D'autres m'ont affirmé qu'ils mettaient en scène des attaques, de faux bombardements avec de faux blessés et de fausses interventions. Notre gouvernement finance également des associations comme Syria Charity, porteuse du drapeau à 3 étoiles, laquelle s'appelait initialement Ligue pour une Syrie libre, appellation qui figure toujours dans ses comptes rendus, bien qu'apportant une aide humanitaire, une association qui a dépassé la ligne rouge en participant à une guerre d'opinion pour justifier le renversement du gouvernement en cachant la réalité du terrain, leur proximité avec les groupes armés, leur présence aussi soigneusement effacée de toutes les vidéos, et apportant un soutien médical constant aux forces djihadistes. Par rapport à Syria Charity, auquel tout le monde participe aujourd'hui, il faut comprendre qu'il n'aide que des gens dans des zones rebelles. Il n'aide pas les gens en Syrie. Il n'aide pas les gens en Syrie, je veux dire que plus de la 90% de la population vit dans les zones gouvernementales. Il n'aide que les gens sur des zones qui sont des zones terroristes et ont des liens qui sont vérifiables et que je peux prouver avec les organisations terroristes. C'est leur problème. Je veux dire que, mais il y a un moment, quand j'ai vu tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant avec Syria Charity, c'est pas possible de ne pas condamner ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, même s'ils apportent une aide à des gens qui sont aussi coincés dans la guerre. Je peux pas contester ça. Ils apportent une aide, mais de nombreuses associations et organisations humanitaires françaises et internationales en zone rebelle ont fait plus de mal que de bien en instrumentalisant la souffrance de la population, en manipulant l'opinion au nom d'une cause et de donations orientées. Vous verrez rarement des vidéos qui ne sont pas des enfants en train de pleurer, blessés ou des gens morts. Elles ont aussi pris la population civile en otage, permettant à cette guerre de continuer en la légitimant de manière malhonnête, permettant au combat de perdurer, à la mort de rester un quotidien. Les gens veulent la paix. Nous avons d'ailleurs placé quelques heures le drapeau syrien à 3 étoiles à l'Elysée, le temps de recevoir le faux maire d'Alep avec les honneurs, homme qui n'est pas d'Alep, homme qui n'a jamais été élu par le peuple syrien, qui ne vient pas d'Alep, mais reconnu et élu par les leaders de groupes djihadistes, ainsi que quelques partisans et surtout groupes étrangers. Ce drapeau n'a plus de sens de la liberté en Syrie. Il faut savoir que ce drapeau était le drapeau à 3 étoiles à la fin du mandat français ici en Syrie. Il est un symbole de mort au quotidien. Il est désormais associé à l'ASL, à l'Armée libre, un conglomérat de groupes djihadistes, majoritairement djihadistes, au plus proche de Al-Qaïda
qui ne prône la démocratie que devant les médias que nous soutenons. Nous ne devons surtout pas confondre le mouvement citoyen en 2011 et ceux qui se sont servis ici et partout dans le monde pour créer cette guerre. Oui, beaucoup de gens sont morts. Aucune guerre n'est juste, aucune. Je ne suis pas là pour nier ou défendre la violence extrême des bombardements sur Alep Est pour permettre non pas sa chute, mais sa libération. C'est une réalité. Beaucoup de gens sont morts. Je veux dire qu'on ne peut pas ne pas remettre en question la manière dont les choses ont été faites. Évidemment, il y a des erreurs, il y a des fautes, il y a des crimes qui existent aussi. Mais il y a une réalité sur le terrain, je ne dirais pas qui justifie ce qui s'est passé, mais qui explique. Et il vous suffit d'écouter les témoignages des gens que je rencontre au quotidien, dont je publie des vidéos non montées, juste leurs témoignages. Et c'est eux qui parlent, c'est leur histoire, c'est eux qui le racontent. Pourtant, c'est eux qui étaient sur les bombes. Une autre réalité est que, mis à part des enfants blessés, des bombes ou des cris, nous avons effacé la présence des groupes armés, mais surtout effacé les civils, la vie. Nous les avons privés de voix, laissant les gens déduire de la situation à partir de leurs propres émotions face à une situation continuellement illustrée de manière catastrophique, utilisant le plus souvent des enfants. Comment remettre en question ce qui se passe ici, quelles que soient les preuves, les arguments proposés, quand on vous montre une situation où on vous fait croire que toute la Syrie est à feu et à sang de manière unilatérale à cause de son gouvernement. Que tout ce qui se passe ici et qui ne correspond pas à cette image est de la propagande. Que la priorité est d'imposer des no-fly zones, lesquelles, grâce à Dieu, ne sont jamais arrivées. Oui, elles auraient pérennisé le conflit, augmenté le nombre de morts et auraient permis aux terroristes de prendre Alep au lieu de la libérer de la guerre et de la mort. Les gens qui se sont échappés de l'est d'Alep ont vécu l'enfer, mais vivent leur arrivée ici comme une libération pour la majorité d'entre eux. Non une déportation, puisque la plupart sont retournés chez eux maintenant. Personne n'a souligné que près de 85% des civils qui étaient à Alep Est sont venus se réfugier librement du côté de Ouest Alep, côté gouvernemental, c'est-à-dire la partie qui les bombardait, alors que des bus étaient affrétés pour Idlib, emmenant combattants et civils volontaires librement hors des zones gouvernementales. C'est une réalité, les gens ils sont venus ici. Ils ont choisi de venir ici. Ils se sont échappés par des zones où il y avait des mines. Ils se sont échappés en bravant les snipers. Pourquoi ils sont venus s'échapper ici alors que c'est ce gouvernement qui les bombarde? Expliquez-moi. La légitimité ainsi accordée aux djihadistes et à leur cause par les médias et les soutiens extérieurs leur a permis des avancées critiques autour de la ville, forçant des centaines de milliers de personnes à abandonner leurs maisons. Je me souviens que pendant des semaines entières, nous dormions habillés, les sacs prêts à côté du lit. Les terroristes et combats étaient tellement proches que parfois les balles traversaient la rue et que plus ils avançaient, plus leur position avançait, plus je pouvais les entendre hurler Allahu Akbar avant et après le tir de chaque portier sur la ville. Quels que soient les pays où ils ont été utilisés, les vidéos et contenus créés par les djihadistes et partisans, parfois montés de toutes pièces, ont été diffusés en prime time par nos médias. J'ai récemment illustré ce fameux Ismaël par le quotidien qui fait partie, sinon qui est très proche du groupe de Noureddin al-Zinki et de Jeshilrer, et qui porte un fusil sniper et qui apparaît à côté de ceux qui ont coupé la tête du jeune Palestinien ici. J'ai publié les photos, ce qui n'a pas plu au quotidien. Instrumentaliser la mort et la souffrance des gens vivant au milieu des combats, l'amour et la compassion de ceux qui regardaient ces images. Comme les terroristes, nous avons vendu tellement de peur que personne ne s'est rendu compte que ces contenus avaient une visée et étaient créés en conséquence, sans jamais donner une voix aux civils concernés, Sinon à des partisans ou à des combattants, je précise que les civils pouvaient difficilement s'offrir du pain, alors une caméra et surtout un réseau Internet 3G, c'était le bout du monde, coûtant l'équivalent de 5 kilos de viande, même beaucoup plus parfois, pour certains quartiers. À défaut d'avoir le nombre de combattants pour détruire le gouvernement, nous avons complété notre impact sur le conflit en jouant sur les sentiments pour influencer l'opinion publique et son consentement tacite dans ce conflit. Du côté ouest, documenté en temps réel, la situation n'a jamais été un réflexe pour quiconque car c'était trop dangereux. Je l'ai fait. Au quotidien, je l'ai fait même depuis ce toit où c'était difficile, c'était dangereux, mais c'était la seule manière pour moi, quand je vous parle de la guerre, quand je vous parle de ce que vivent les gens, de ce que l'on vit tous les jours, de vous montrer la guerre. Il faut que je vous montre la guerre pour que vous compreniez. Sinon, ça n'a pas de sens. Faire un live Facebook ou publier un reportage montrant les lieux des attaques leur permettait de préciser, réajuster leurs tirs et de viser les zones denses.
dans un double discours et sur leur propre chaîne de télévision ici en Syrie, l'armée syrienne libre, d'un côté, parlait de soi-disant venir libérer la population, et d'un autre côté, ils présentaient ces attaques comme des punitions, nous, infidèles, vivant du côté de Bachar al-Assad. Dernière page, je vous rassure. Cette chaîne de télévision est accessible par n'importe qui ici. Je me souviens encore, à l'époque, quand je suis arrivé en Syrie, ils appelaient à l'unité de tous les groupes djihadistes sous l'armée libre. Tous les groupes djihadistes. Et ça, sur la chaîne officielle de l'armée libre. Ils appelaient même à l'unité avec Daesh. Ils ont réussi à le faire récemment, grâce au cessez-le-feu, grâce au pourparlers avec Genève et Astana. Qu'est-ce qui va arriver par la suite, je ne sais pas. À la libération, les reportages des Russes, comme les témoignages des Syriens sous l'occupation des groupes armés, ont été immédiatement qualifiés de propagande, de sorte à décrédibiliser tout ce qui pourrait émerger de la Syrie elle-même, de ceux qui vivent ou sont sur le terrain. Cette année passée a été réellement celle de la désinformation. Un combat pour la liberté du peuple syrien. Nous utilisons ce mot fourre-tout sans jamais l'avoir argumenté ni justifié. Et c'est faux. La liberté, elle est là. Quelle liberté? Quel peuple syrien? Détruire le gouvernement, étouffer le pays sous les sanctions pourrait y apporter quoi? Notre bon savoir-faire démocratique? Les Français ont-ils posé la question de savoir quel serait le programme de l'après? Non. La liberté, point. Facile, le programme politique et social de ces groupes terroristes est en opposition avec la liberté, la démocratie, nos valeurs ou celles de la majorité des pays du monde. C'est au nom de nos intérêts, non au nom de notre liberté et de leur liberté, que nous instrumentalisons ces groupes qui appellent à la création d'un État islamique, d'un califat en Syrie. Ne demandez pas ce qu'ils comptent offrir au peuple syrien, demandez-leur ce qu'ils comptent leur prendre, leur enlever, leur imposer. Tous les civils que je rencontre au quotidien refusent d'imaginer cette opinion un seul instant, cette option un seul instant. Ceux qui l'ont vécu essayent de l'oublier. Monsieur le Président, nous avons, comme de nombreux pays, une très grande responsabilité dans cette guerre que nous avons essayé de porter à son terme, terme sous-entendant le renversement du gouvernement syrien à tout prix. Ces dernières années, nous avons, aux côtés de nombreux pays, participé à la destruction de la Syrie, un pays en grande partie francophone et dont le peuple aime la France. Nombreux sont ceux qui parlent français. Croyez-moi, j'enseigne à l'école. J'ai presque 150 gamins tous les jours au-delà de mes projets. Et une grande majorité d'entre eux, plus de 50%, parlent français et aiment la France. Et ils sont capables de différencier les actions du gouvernement et les Français. Aussi imparfait soit son gouvernement, et quelles que soient ses erreurs, et les nôtres au fil du temps, quel que soit le gouvernement, nous soutenons actuellement l'instauration d'une dictature, une vraie dictature dans un pays où une vraie opposition existe, c'est vrai, tandis que les groupes armés ne sont motivés que par le sectarisme, la frustration, la rancœur et la haine. Nous servir de ces groupes pour concrétiser des objectifs géopolitiques ou économiques n'a rien de démocratique, au contraire. Nous condamnons les Syriens. Ayant parcouru le pays, j'ai pu constater que malgré certaines critiques et quoi que l'on dise, la très grande majorité des Syriens soutiennent honnêtement et sincèrement leur gouvernement et soutiennent celui qu'ils appellent leur président et non pas un dictateur, Bachar al-Assad. Et je sais que ce que je dis peut surprendre. Et au bout de 5 ans de propagande anti-gouvernement syrien, je sais que ça peut surprendre, mais venez ici, venez en Syrie, venez demander aux Syriens, je veux dire dans la majorité du pays, pas dans les micro-zones qui sont tenues majoritairement par des opposants, des vrais opposants. Je veux dire, ces opposants, ils existent, je ne conteste pas. Il y a des opposants pacifiques, mais la très grande majorité sont des opposants armés et pas des opposants pour la liberté, mais des opposants djihadistes. Je conçois ce message comme un devoir. Je suis humanitaire et j'ai créé ma propre association non politique, non religieuse, que j'autofinance jusqu'ici. Et j'ai fait ça dans de très nombreux pays jusque-là. J'ai pas fait ça qu'en Syrie. Je suis pas arrivé ici comme une fleur pour défendre le gouvernement syrien. Je suis venu ici pour aider les gens. Je vis en zone de guerre et j'en paye le prix. J'ai pris les risques nécessaires pour aider modestement les civils. Transmettre la réalité ici me vaut les attaques de médias mainstream, qui m'ont d'ailleurs désigné comme une cible, auprès de groupes terroristes, du groupe rebelle, ce qui est un crime. Je veux dire, je suis un citoyen français et je vis ici. C'est me mettre en danger. J'ai reçu des menaces. Enfin bref. Des attaques de médias mainstream et de leurs partisans qui essayent de me faire taire, allant jusqu'à me désigner comme une cible. Je prends plus de risques encore en prenant la responsabilité d'écrire cette lettre, dont je saisis le poids et la responsabilité pour dénoncer une situation que j'ai observée tous les jours en poussant plus loin mon investigation. Je n'ai rien à gagner ni aucun intérêt personnel. Et ça, c'est une vraie réalité. Je prends ces risques depuis de nombreux mois, depuis plus d'1 an maintenant, pour combattre le terrorisme en transmettant la vérité. La réalité de ce que vivent les Syriens ici,
de ce qu'ils témoignent en dénonçant les groupes terroristes et la manipulation médiatique arrachant tous les jours la vie des gens. J'aurais pu mourir, je suis en vie ici, aujourd'hui, et croyez-moi, et les gens qui vivent ici veulent la paix, ils veulent vivre. Et je considère que cette lettre est importante. Et je considère que c'est important qu'aujourd'hui, vous donniez une réponse à l'action que nous allons mener sur le territoire syrien par la suite. Vous, Monsieur le Président, et surtout les candidats à l'élection présidentielle qui, jusqu'à maintenant, ont fait la sourde oreille. Demandons au peuple syrien ce qu'il souhaite pour son pays, au lieu de parler en son nom. C'est aussi un principe de démocratie. Arrêtons de lui voler sa voix, ses libertés, son présent, son futur. C'est le peuple syrien qui doit décider de son avenir et non à nous de décider pour eux. C'est une forme de dictature encore plus terrible que notre illégitime ingérence jusque-là. La démocratie, elle commence par soi-même. Au-delà de notre responsabilité à l'égard des Syriens, il serait d'ailleurs temps de consulter le peuple français sur sa volonté d'implication dans ce conflit, vu le danger que ça représente pour leur sécurité présente et future. J'appelle ma France, le pays que j'aime et dans lequel j'ai grandi, à cesser de condamner la population par intérim et d'encourager les groupes terroristes qui frappent déjà nos familles, nos enfants, nos citoyens, et quels que soient les intérêts économiques et géopolitiques en jeu pour le bien de notre pays. Nous ne pouvons pas prendre le parti ni soutenir des groupes armés qui mènent une révolution pour retourner à l'âge de l'obscurantisme. Monsieur le Président, à qui de droit ou de cœur, je lance un appel et je conjure la France, dont les valeurs avec lesquelles j'ai grandi me poussent à persévérer dans mon action quotidienne ici, de lever les sanctions, de cesser de participer à ces sanctions contre la Syrie, qui pénalisent avant tout la population et non le gouvernement, de trouver des solutions diplomatiques alternatives à cette guerre en faveur de la population, de la paix, autant pour le peuple syrien que pour le peuple français, qui risque de subir le retour de flamme de nos engagements en faveur de groupes qui sèment la terreur et dont les ambitions sont clairement internationales et non seulement locales ici en Syrie. Nos citoyens français qui sont morts cette dernière année en France appartiennent au même groupe qui tue les gens ici. Et nous les soutenons ici. En vous souhaitant, Monsieur le Président, beaucoup de courage ainsi qu'à celui qui vous succédera, je vous prie de croire en l'expression de mes meilleurs sentiments. J'ai écrit cette lettre pour transmettre un message. Peut-être qu'elle n'aura pas d'impact, peut-être que personne ne l'écoutera, peut-être que tout le monde s'en fiche, je sais pas. En attendant, je continue à aller dans des endroits où on reçoit des roquettes, des mortiers. J'ai été blessé, mes amis ont été blessés. Des gens avec qui je travaillais sont morts. Des enfants qui étaient autour de moi sont morts. Donc je continue pour le moment à faire ça parce que je crois en ce que je fais, je crois, et j'aime les gens qui vivent ici. Cette guerre n'a plus aucun sens. Je veux dire qu'il y a un moment aujourd'hui, il va falloir penser à l'alternative. Pas pour la politique, etc. Je parle vraiment en termes d'humains. Les gens qui vivent ici, qui sont coincés dehors ou qui sont coincés en zone rebelle, parce que beaucoup d'entre eux sont coincés en zone rebelle, et particulièrement les jeunes et les enfants. Il faut trouver un moyen aujourd'hui, des solutions alternatives pour que la paix soit notre priorité. Les médias jusqu'à maintenant ont pérennisé le mensonge et la mort. J'espère que à partir de demain, ceux qui se présentent à l'élection présidentielle, qui se prétendent être les futurs représentants du peuple, nous représentent pour la paix et non pas pour le mensonge. Et j'espère qu'ils accepteront de donner un écho à ce message en tant que citoyen français et en tant que quelqu'un qui aujourd'hui vit sur le terrain et qui vous partage ce message. Voilà. Merci et à bientôt.